Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas faire un topo ennuyeux sur les centres de rotation. Je voudrais simplement, avec vous, ouvrir un peu la boîte de Pandore, vous montrer comment ça marche, les possibilités que l'on a, nos limitations également, et évidemment à partir de résultats cliniques. Alors, vous avez donc ici les deux types de prothèses, la lombaire et la cervicale, et pour compléter un peu ce que dit Marc-Antoine, vous voyez que la prothèse lombaire elle est un peu plus complexe que la prothèse cervicale, puisque vous avez en fait dans le coussin deux parties, une partie centrale, une partie périphérique, et vous voyez ici très bien les fameux plots limitants. Cette prothèse est un choix technologique, et vous imaginez bien que si vous mettez les plots plus proches du centre de la prothèse, ben, ça la rend plus mobile. Si vous les mettez un peu plus latéraux, eh bien, ça limite la mobilité. C'est un choix technologique qui a été décidé à l'époque et qu'on pourrait même imaginer une évolution de cette prothèse. Vous voyez qu'au contraire, le cervical, il n'y a pas de partie centrale et elle a une forme d'étoile tout à fait particulière qui va vous permettre de comprendre un peu mieux comment ça marche tout à l'heure. Dans les deux cas, comme pour les autres prothèses, il n'y a pas de colle. Il y a un phénomène d'adhésion qui est un peu le secret de ce type de prothèse. Alors, ces prothèses ne viennent pas de n'importe quand. Vous voyez que ça a pris énormément de temps puisque le début de la recherche et développement, c'est 1994 pour le lombaire. Les études pré-marché, c'est 2004-2005 pour le lombaire. Et ensuite, plus rien n'a changé sur les lombaires. Donc, quand on parle de la prothèse lombaire, c'est vraiment la prothèse qui est restée la même, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu du tout d'ennui, qui nous ont fait changer de stratégie. En cervical, vous voyez le décalage dans le temps, puisqu'il a fallu inventer une prothèse qui est proche, mais qui n'est pas tout à fait équivalente. Quelles étaient les inquiétudes légitimes que l'on pouvait avoir au départ? Eh bien, c'est la sécurité du concept de cohésion vertébrale, c'est-à-dire la stabilité du coussin par rapport aux plateaux vertébraux. Dans l'avenir, ce qui va être important, évidemment, c'est la réaction du capital osseux au contact de ce type d'implant. C'est des choses qui sont peu développées, y compris pour les autres types de prothèses. Et puis, ce qui nous a intéressé beaucoup, c'est l'évolution des centres de rotation et j'ai mis range of motion parce que c'est un terme qu'on connaît tous, l'amplitude articulaire. Alors, en fait, quand on essaye de faire une prothèse, on essaie de reconstituer deux choses. Le range of motion, l'amplitude, qui est la rotation sagittale, et comme vous, quand je regarde une radio en flexion-extension, je regarde le déplacement angulaire. Mais pour les prothèses, pour le disque, il n'y a pas que la rotation angulaire, il y a la translation. C'est un phénomène qu'à l'œil nu, on n'arrive pas à bien voir, qu'on considère même comme pathologique au niveau cervical quand on fait nos clichés dynamiques, alors que ça fait partie du fonctionnement d'un disque normal. Et une chose qu'on n'est pas capable, avec les outils habituels, d'évaluer, eh bien, ce ne sont pas les centres instantanés de rotation, mais les centres moyens de rotation, les centres de rotation moyens, CRM. Alors, parlons un petit peu de l'anatomie. Je ne vais pas vous embêter beaucoup, mais voilà, on se sert de référence comme référence de cas jeunes asymptomatiques. Et on a des mobilités considérables, vous voyez, en C4, C5 et C5, C6, des étages très mobiles. On parle moins dans la littérature des phénomènes de cisaillement, qui sont évidemment, pour toutes les prothèses, éventuellement une forme de risque. Et vous voyez que les phénomènes de cisaillement en C3, C4, C4, C5 sont importants. On pense tous à nos clichés dynamiques quand on en suspecte une entorse grave du rachis. On regarde toujours est-ce que ça se translate beaucoup ou pas. Et on sait très bien que ça ne se translate pas de la même façon aux étages supérieurs et inférieurs. Quels sont nos malades? Nos malades n'ont pas ces amplitudes de mobilité. Voilà ici des valeurs tirées d'une population qui est homogène par rapport aux malades que nous opérons. Et vous voyez que l'amplitude articulaire, l'amplitude de rotation sagittale n'est pas du tout celle qu'on voudrait voir par rapport au sujet très jeune. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez ici une diapo très chargée à gauche. Rassurez-vous, tout de suite, je vais la simplifier. Cette diapo est intéressante parce qu'elle vous montre à 1 an et à 2 ans l'évolution de la mobilité du range of motion. Et sans rentrer dans les détails, vous voyez que ce range of motion change pour l'implant, mais aussi pour les étages adjacents. Alors on supprime les étages adjacents et on voit très bien qu'il y a une amplitude articulaire en C5, C6 ici qui bouge un petit peu dans le temps. C'est-à-dire que la prothèse va devenir plus mobile. Alors vous pouvez me dire, mais c'est à 2 ans, tu es gentil, c'est à 2 ans, mais qu'est-ce qui se passe à 5 ans? C'était notre inquiétude, c'est pour ça qu'on a été timide sur la diffusion de ces prothèses au départ, et on sait qu'il n'y a pas d'élargissement du range of motion dans le temps, et que ça reste stable. Je n'ai pas le temps de bien vous expliquer ça. Voilà pour
Maintenant, C6, C7, même chose, vous voyez, sur une série de prothèses monosegmentaires. Les autres niveaux, ça change dans le temps. Et vous voyez aussi, pour la prothèse cervicale basse, eh bien, avec le temps, elle prend un peu plus de mobilité qu'initialement. Donc, la notion de se dire, je fais un réglage post-opératoire, ça va rester stable dans le temps, mon expérience, enfin, je pense l'expérience des autres collègues qui posent beaucoup de prothèses cervicales, c'est pas vrai. Alors, parlons maintenant de la translation. La translation, c'est un sujet qui n'est pas vraiment très développé. Et on a vu tout à l'heure, sur les étages, ça tourne en gros autour de 2-3 mm à peu près. Vous allez me dire, 2-3 mm, ce n'est pas très important. Je vais vous montrer quand même, avec une animation, comme vous voyez ici en haut, eh bien, que quand vous pliez une prothèse, ici une prothèse CPESP, eh bien, vous voyez qu'il y a la mobilité angulaire, et puis il y a un phénomène de translation, vous voyez ici, sur cette reconstruction. Alors, dans le temps, c'est pareil. Vous voyez qu'elles ont tendance à perdre un peu de leur translation en C5, C6. Par contre, C6, C7, ça reste stable. Alors évidemment, c'est pour simplifier les choses, on étudie ici des implantations monosegmentaires sur les deux niveaux. C'est une autre problématique qu'on pourra vous expliquer. Alors, certains malades donnent l'impression d'avoir une translation beaucoup plus importante, alors que le mécanisme limite la translation. Mais il ne faut pas oublier que translation égale rotation. Hein. Et on le voit très bien ici sur cet implant. Eh bien, vous voyez qu'au cours de la flexion, il se produit un mouvement de rotation. C'est la rotation, le retour élastique dont vous parliez, Marc-Antoine, tout à l'heure. Parlons des centres de rotation. On va essayer de ne pas être ennuyeux. Ben, il y a les centres instantanés de rotation. C'est notre fantasme de voir, en fonction de la flexion, où ça bouge. Vous voyez que quand on fait de la flexion-extension, c'est publié sur des sujets jeunes et asymptomatiques. Vous voyez qu'il y a la translation, ben, il y a une mobilisation des centres moyens de rotation vers l'avant, pas tellement vers le haut, mais vers l'avant. Et surtout, tous les niveaux sont différents. Vous ne pouvez pas me faire croire qu'avec la même prothèse mécanique, vous pouvez satisfaire un étage C6, C7 où le centre de rotation il est très haut près du disque, et un étage, par exemple, C4, C5 où le centre de rotation est à peu près en plein milieu de la vertèbre. Donc, il y a certainement quelque chose à chercher du côté de ces implants viscoélastiques. Et donc, quand on regarde ce que nous, on a appris en anatomie, les centres de rotation en fonction des niveaux, vous voyez qu'ils sont très différents en fonction des niveaux. Alors, quel est le rationnel? Pour simplifier, plus vous avez de flexion, plus le centre de rotation a tendance à migrer vers le haut, plus vous avez de translation, plus le centre de rotation a tendance à migrer vers le bas. C'est mon petit dessin de droite. Alors, on a des outils maintenant, évidemment, qu'on n'utilise pas en pratique courante, mais voilà ici, sur des reconstructions en prenant les clichés en flexion-extension, on est encore loin des centres instantanés de rotation, on ne peut pas faire d'ampli sur ces malades facilement, et vous voyez la localisation du centre de rotation. Alors, comment ça marche? Premièrement, nos malades ne sont pas des sujets jeunes. Et il est bien publié que le centre de rotation change avec le vieillissement. Voilà ici, pour un étage C3, C4, vous voyez que le centre de rotation a tendance à migrer vers le haut. Alors, regardez ce qui se passe, qui est publié pour des étages C4, C5, C5, C6, regardez C6, C7. Avec le temps, sur nos rachis vieillissants, le centre de rotation que nous attendons, que nous devrions attendre, eh bien, c'est un centre de rotation qui est très haut situé, près du plateau vertébral. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, vous voyez qu'ici, à 1 an et en 2 ans, vous voyez toujours pareil, eh bien, les centres de rotation changent pour la localisation, pour la prothèse, mais aussi pour les autres niveaux. Et vous voyez ici, par exemple, à 1 an et à 2 ans, le centre de rotation a tendance à s'abaisser. Regardez on va regarder donc, vous voyez, sur la prothèse, j'ai isolé les autres niveaux, et vous voyez qu'avec le temps, ce centre de rotation a tendance à s'abaisser un peu, donc à quitter la proximité de la prothèse, qui est plutôt bon. Et en C6, C7, pareil, voilà, vous avez les autres niveaux, c'est fluctuant dans le temps, et vous voyez ici, si je ne mets que la prothèse, vous voyez que là aussi, le centre de rotation a tendance à descendre vers le bas. La chose essentielle, il ne faut pas que le centre de rotation soit dans la prothèse, et il ne faut pas évidemment que ça soit dans le massif articulaire, qui est évidemment une source de complications sur certains types de prothèses. Ça, c'est un autre problème. Rapidement, maintenant, le lombaire. Le lombaire, c'est pareil. Les deux niveaux que nous avons tendance à opérer, c'est L5-S1 et L4-L5. L5-S1, c'est le niveau du mécanisme de translation crânio-caudale, c'est-à-dire de compression. C'est pour ça que ces niveaux,
Souvent, les gens nous disent pourquoi vous faites de la prothèse discale alors que c'est un étage qui ne bouge pas tellement en rotation. Mais il est bien montré que c'est un étage qui joue beaucoup sur le phénomène d'impaction. Par contre, en L4, L5, c'est un étage qui est très sensible à la translation. On connaît tous la dégradation des spondylos dégénératifs. Alors, la localisation du centre de rotation, c'est un point clé. Alors, on a tous en outre ces images. On ne regarde pas tellement les clichés de nos malades assis, d'ailleurs. C'est intéressant parce qu'on voit en effet, vous pouvez me dire, c'est joli, très bien, l'angulation de la prothèse change entre la position debout et assis. L'autre chose intéressante, c'est que l'équilibre sagittal du malade ne change pas en pré-op et post-op debout et assis, ce qui est bien publié dans la littérature. Donc la subtilité, elle est ailleurs. La subtilité, elle est ailleurs, elle est dans les centres de rotation. Qui a publié la localisation des centres de rotation? Il y a un papier clé qui est le papier de Tournier, avec une localisation des centres de rotation en L4, L5 et en L5, S1. Regardez, c'est très intéressant. L5, S1, c'est plutôt dans le disque. Alors qu'en L4, L5, eh bien, la localisation des centres de rotation est un peu plus bas. Eh bien voilà, une série à 60 mois, ce qui n'est pas rien, qu'on avait publié avec Jean-Patrick Gracovert et Marc-Antoine. Et vous voyez que, eh bien, on est assez proche finalement de ce qui est publié pour la normalité. En noir, donc, les centres de rotation pour L4, L5. Regardez pour L5, S1, c'est pareil. Vous voyez que les centres de rotation sont très proches de ce qui est publié pour la physiologie. Alors, évidemment, c'est un nombre limité de malades, etc. Mais cette publication, quand même, nous a attiré vraiment notre attention. Maintenant, on a nos malades à regarder à 10 ans. Donc, pour conclure, qu'est-ce qu'on cherche à obtenir? On cherche à obtenir une reconstruction du range of motion, mais ce n'est pas seulement la mobilité angulaire en rotation segmentaire, c'est aussi la translation, en particulier pour le cervical, et on essaie de reconstruire les centres de rotation. Mais nos patients, ils ne sont pas jeunes et sexy, ils sont très différents surtout. Regardez en cervical, ça c'est clé. Regardez ce malade, comme 30% de malades, eh bien ce malade a un dos, un rachis plat. Il n'a pas du tout de lordo cervical. Donc il faut quelque chose qui s'adapte à cette physiologie qui correspond à peu près à un tiers de nos malades. Et les implants sont tolérants, ça ne veut pas dire qu'il faut faire n'importe quoi, il faut être vraiment très vigilant sur l'implantation, mais ils nous apportent une dimension supplémentaire. Pour les implantations monosegmentaires que je vous ai montrées, pour les implantations à multiniveau, moi j'ai peu l'expérience des multiniveaux en lombaire, d'autres collègues ont plus l'expérience, mais en cervical, quand on regarde les 2-3 niveaux, c'est aussi quelque chose de très intéressant. Voilà, merci.